Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière édition du T'as vu. Au sommaire aujourd'hui, Tour d'Horizon 3, une soirée écolo. Ensuite, Caroline Delattre nous parlera en plateau de la Drèche de la bière. Ensuite, une exposition sur l'Égypte à l'Université catholique de Lille. Et enfin, nous terminerons l'émission avec l'agenda culturel ainsi que notre invité. Aujourd'hui, nous recevrons Aymeric Dubois, magicien. Et on commence avec le cercle antispéciste de Lille. En matière de militantisme pour la cause animale, le Nord a fait parler de lui récemment avec des actions menées par des extrémistes véganes. Mais des actions pacifistes ont eu lieu également à Lille. Victoire Demelenard et Pauline Raguet sont parties à la rencontre de ces militants. À l'occasion de la Journée internationale sans viande, une vingtaine de militants se sont rassemblés mercredi sur la Grand Place de Lille pour lutter contre le spécisme. Le spécisme est une doctrine apparue dans les années 70. Elle considère que l'espèce humaine a des droits supérieurs à l'espèce animale. On se dispose en cercle avec des tablettes et des ordinateurs montrant des vidéos des élevages et des abattoirs pour interpeller les passants, pour qu'ils s'approchent, qu'ils regardent les images. On est un mouvement abolitionniste, donc on ne veut plus aucune ni abattage ni exploitation de tout animal. On ne cherche pas forcément à convaincre tout le monde. Messages et vidéos choc, bon nombre de Lillois se sont arrêtés autour du cercle. Intrigués, sensibles ou choqués, la cause animale et son combat divisent encore l'opinion publique. Et en fait, je suis passé, j'étais même pressé. Et en fait, c'est une petite vidéo qui m'a interpellé parce qu'au moment où je suis passé, j'ai vu ce qui me semblait être des poussins vivants se faire broyer. Et ça m'a bien choqué. Une autre forme d'action censée contrer les récents scandales de vandalisation et casse de boutiques connus dans le Nord. Il y a beaucoup de débats sur la question dans le mouvement, ça c'est sûr. Il y a d'une part l'idéologie, le mouvement politique qu'on défend, et d'autre part des formes d'action sur lesquelles on peut débattre. Et c'est pas la même chose. Donnez-moi l'autorisation. Donnez-moi l'autorisation de se stationner ici. Des militants pacifistes venus défendre un mode de vie alternatif. En fait, on a décidé de porter des masques non genrés pour que tout le monde soit à égalité et qu'on ne soit pas jugé par rapport à une apparence physique ou à un sexe ou à un genre. Le fait qu'il y ait un cercle immobile, c'est un attroupement. Du coup, je pense que ça attire plus de monde aussi, rien que d'un point de vue visuel. C'est important, en tout cas pour moi, de commencer à m'investir plus dans l'activisme antispéciste. Déjà, ça fait se sentir moins seul dans ses convictions, premièrement, et puis deuxièmement, oui, le fait qu'on soit tous réunis pour une même cause, et c'est ça, en fait, ça donne envie d'en faire plus pour sensibiliser un maximum de personnes. Aujourd'hui, les militants et associations de défense des animaux attendent des actions de la part de l'État en réponse à leur mobilisation régulière. Victoire, bonjour Victoire. Bonjour Valentin. Alors que pensent les militants des actions violentes qui ont eu lieu dans le Nord ? Alors globalement ils sont assez mitigés, évidemment dans leur grande majorité ils réfutent ces actions, ils ne les encouragent pas évidemment parce que ça ne distribue pas le message positif qu'ils essayent de faire passer selon eux. Mais quand on les interroge dessus, ils ne savent pas trop quoi répondre généralement parce que ils nous disent, la co-organisatrice de l'événement nous disait que souvent dans les grands mouvements sociaux qui ont permis des évolutions par la suite dans notre société, eh bien, il a fallu dans nombreux cas passer par des actions violentes pour entendre la parole et faire passer des messages. Donc ils ne sont pas pour, mais voilà, ils ne réfutent pas non plus, en tout cas pleinement en disant non, voilà, nous on n'est pas d'accord. Et, voilà. Et quel type de loi veulent-ils mettre en place ? Alors c'est un groupe de militants abolitionnistes, donc ça veut dire qu'ils veulent mettre un terme à tout type d'exploitation animale, que ce soit les exploitations fermières, etc., ou les méthodes d'abattage, etc. Donc au niveau des lois à mettre en place, c'est très compliqué, c'est un très long cheminement également, ce que nous disaient les militants, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une cause comme les autres, et par exemple, ce qui fait grandement débat en ce moment, c'est la vidéosurveillance dans les abattoirs. Ça fait plusieurs fois qu'ils portent le projet auprès de l'Assemblée nationale, ça fait plusieurs fois que le projet est rejeté pour diverses raisons, mais en tout cas c'est une première étape. Ils savent que voilà, c'est possible qu'on ne puisse pas mettre un terme total à l'exploitation animale d'ici plusieurs décennies, évidemment, parce qu'on est encore dans une société qui consomme de la viande. Et donc voilà, c'est un chemin progressif, on va dire.
La première étape, ça serait de contrôler en tout cas l'exploitation animale au mieux et d'assurer derrière des poursuites pénales, ce qui n'est encore pas le cas aujourd'hui. Et comment expliquer la démarche aux gens pour mieux sensibiliser à la cause? Alors donc justement, à travers ce cercle, ils ont utilisé, comme vu dans le reportage, des ordinateurs pour montrer les images qui sont souvent diffusées et mis en avant par notamment l'association L214 ou la PETA, etc. Donc c'est des messages de diffusion visuelle et c'est ce qu'ils nous disaient. Ils trouvent que ça marque plus les esprits des gens parce que les gens se concentrent en fait sur la vidéo, donc au final ils voient d'eux-mêmes ce qui se passe, ils interprètent à leur façon, à leur manière, etc. Et les organisateurs nous disaient aussi que certains étaient autour du cercle pour voir si certaines personnes étaient interloquées ou se posaient des questions, etc. Et dans ce cas, elles allaient voir les personnes pour distribuer leur message en tout cas et faire comprendre certaines choses, tout ça. Bien, merci beaucoup Victoire pour ces éléments de réponse. De plus en plus d'initiatives écologiques voient le jour. Lundi dernier, l'UPPJ et la MRES ont organisé un événement sur la transition écologique pour la jeunesse. Un reportage signé Charlotte Huguer et Clara Lefebvre-Manon. Lundi dernier se déroulait la 3e édition de Tour d'Horizon à la Maison régionale de l'environnement et des solidarités à Lille. L'université populaire et permanente de la jeunesse en était à l'origine. Alors Tour d'Horizon, l'idée c'était de permettre à des jeunes du territoire de valoriser des initiatives qu'ils font sur le territoire pour montrer que les jeunes sont acteurs de leur territoire et ne sont pas passifs. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé sur des projets par exemple de médias, ensuite on en a eu un deuxième sur les mobilités alternatives et ce soir on est sur la question de la transition écologique. L'idée c'est vraiment de découvrir un peu les projets qui existent, de les valoriser, de leur apprendre à pitcher face à un public parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de le faire, de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir bénéficier de conseils, d'aides et de permettre à d'autres jeunes de rejoindre leurs projets pour qu'ils puissent eux aussi s'investir à leur tour. 5 projets ont été présentés au cours de la soirée sur un format simple, 5 minutes pour en parler et 5 minutes pour échanger avec le public. À la suite des présentations, le public pouvait noter des conseils sur des cartes prévues à cet effet avant de les remettre aux participants. Avec Juliette, Mehdi a choisi de monter un projet média. Mon projet, c'est création d'une émission radio autour de la transition écologique. Et ça consiste à faire des émissions radio. On est une équipe de 8, on est des jeunes entre guillemets, de 19 à 25 ans. Et voilà, on explore plusieurs thématiques sur des émissions d'une demi-heure. Donc c'est à la fois, faut remplir les demi-heures, mais c'est à la fois très court. L'idée est donc de créer des temps forts et des projets avec les jeunes afin de développer leur envie d'engagement et leur esprit critique. En effet, les jeunes sont les acteurs de demain et se sentent de plus en plus concernés par la transition écologique. On essaie vraiment de toucher cette jeunesse-là et à l'inverse, on travaille aussi avec les professionnels de jeunesse, donc comme les animateurs, comme les éducateurs, etc., en faisant des formations pour essaimer un peu sur les questions par exemple de théorie du complot, d'Europe, etc. La transition écologique, ça représente quelque chose d'obligatoire pour moi, d'inéluctable, qu'on le veuille ou non, je pense. Donc soit on l'a fait nous-mêmes et ça sera doux, soit on va devoir le faire malgré nous. Et l'environnement, ça me tient à cœur, c'est tout. Tour d'Horizon, ça continue. Une 4e soirée est déjà prévue le 3 avril prochain sur le thème des actions d'entraide et les migrations à la maison Stéphane Hessel. Et pour en parler, Clara Lefebvre-Manon. Bonjour Clara. Bonjour Valentin. Alors Clara, d'abord, qu'est-ce que l'UPPJ? Alors l'UPPJ, c'est pour Université populaire et permanente de la jeunesse. Alors attention, ce n'est pas une université à proprement parler. En fait, c'est un espace d'écoute, d'expression, d'échange, mais aussi d'engagement citoyen pour la jeunesse, donc de 16 à 35 ans, me semble-t-il. Et quel genre de projets ont été présentés? Alors lundi soir, on avait plusieurs projets, ils étaient 5 en tout à être présents ce soir-là. Donc en plus de l'émission de Radio Agisson, il y avait un projet pour un festival zéro déchet appelé Les Trêves. Il y avait également l'association Composto qui collecte les déchets ménagers, poubelles des gens pour en faire du compost ensuite. Et il y avait 2 projets de jardin bio, un à Sciences Po avec graines de bitume et un autre avec Botager, l'école de pharmacie de Lille. Et est-ce qu'un autre événement est prévu? Alors oui, ils ont prévu un autre tour d'horizon, c'était déjà le 3e lundi, il y en a un 4e prévu le 4 avril sur les thèmes des migrations et des actions sociales autour de cela. Bien, merci beaucoup Clara pour ces précisions. Depuis quelques années, de nombreuses initiatives voient le jour quant à la réduction de déchets alimentaires. Et c'est pour cette raison que notre journaliste Caroline Delattre s'est rendue à la brasserie de Mai de Carvin.
Ici, dans cette jeune brasserie, les co-gérants ont décidé d'utiliser la drèche de Brassin comme coproduit. Mais qu'est-ce que la drèche ? Alors la drèche vulgairement, c'est le résidu noble du malt. En fait, quand on brasse, on utilise du malt, il est concassé, il va dans la cuve de brassage, la cuve d'empâtage exactement, et après on récupère ce produit qui s'est transformé, qui s'appelle de la drèche maintenant. Afin de réduire les déchets alimentaires et dans une démarche éco-responsable, ils ont donc décidé de donner une seconde vie à la drèche. Alors effectivement, on donne une partie, la plus grosse partie à un agriculteur pour la terre, pour nourrir les terres. Et après, à la brasserie de mai, on utilise la drèche dans 2 choses. Les crackers, donc on fait nos petits biscuits apéritifs que les gens peuvent venir déguster en même temps qu'une bière. Et on fait aussi notre pain. Parce que 3 midis par semaine, en fait, on fait de la petite restauration. Et donc, on utilise la drèche dans le pain. Ça donne un pain qui est complet, un pain aux céréales. Et on a fait le choix aussi d'utiliser que la drèche de la Caravane. Parce que la Caravane est une bière qui est brassée avec de l'épeautre. Donc, ça apporte vraiment un plus au niveau du pain. Un pain complet dû aux céréales contenues dans le brassin de cette bière qui fait donc toute son originalité. Si on regarde par rapport à nos bières, on a une autre bière qui s'appelle la Nuage, qui est une bière de blé. Et donc là, on aura un pain qui reste exactement pareil, classique. Et donc là, par contre, avec l'épeautre, on apporte une couleur bi à la mie et un complément aux céréales. Puisque ce pain spécial est fabriqué avec un aliment lié à la création d'une bière, contient-il de l'alcool ? En fait, l'alcool est fait après, au moment de la fermentation. Donc là, on est vraiment au moment où la céréale a libéré tout l'amidon. Et donc, on a créé un jus qui va devenir plus tard de la bière. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout d'alcool. C'est la fermentation qui va donner l'alcool. Mais alors, comment leur est venue l'idée d'avoir ce système d'autosuffisance d'un même produit, du brassin au verre, en passant par l'assiette ? Parce qu'en fait, on faisait la bière à la maison. Et puis, justement, il restait ça. Alors, il y avait une partie qui partait déjà nos poules. Puis on s'est dit, on a commencé à se renseigner, à savoir ce qu'on pouvait en faire. Et puis on a fait notre pain. Déjà à la maison, on faisait notre pain. Et puis alors après le pain, on s'est dit pourquoi pas les petits crackers, et puis pourquoi pas des cookies, et pourquoi pas autre chose. Il y a même des gens qui maintenant font des meubles à base de drèche. La drèche, à l'image d'autres produits comme l'huile de cuisson usagée en biodiesel ou les déchets organiques en fertilisant et compost, semble donc s'inscrire dans une démarche éco-responsable et de seconde vie. Et nous a rejoint en plateau Caroline Delattre. Bonjour Caroline. Bonjour Valentin. Alors que fait-on d'autre avec la drèche ? Alors c'est vraiment plutôt divers. On a par exemple, comme le disait Julie, la nouveauté de faire des meubles. Alors tout simplement, on la rend non plus donc alimentaire, mais plutôt donc usagère. Et on la compresse et on en arrive à faire des chaises, des tables, des étagères. Donc c'est vraiment dans une idée de donner une seconde vie. Et là, depuis quelques temps, des étudiants, notamment en chimie, se sont penchés sur le chauffage, parce qu'on sait que beaucoup de copeaux de bois sont utilisés pour faire les nouveaux chauffages de demain. Et donc la drèche séchée pourrait devenir un composant donc, des chauffages de demain. Et comment se passe la législation pour la drèche alimentaire ? Alors c'est vraiment quelque peu compliqué, puisque finalement il s'agit d'un résidu, d'un déchet en quelque sorte, d'un produit alimentaire premier. Et donc c'est vrai que la législation aujourd'hui n'existe pas vraiment, et donc c'est là aussi où Julie me posait quelques questionnements sur le fait de savoir est-ce que demain il va y avoir une législation plus stricte sur ça, parce que finalement on ne sait pas vraiment est-ce qu'il faut le congeler, est-ce qu'il faut le stériliser. Donc eux prennent toutes les précautions possibles parce qu'ils sont très conscients que ça reste un produit alimentaire et qu'ils le servent à des personnes, donc il faut faire très attention. Mais aujourd'hui la législation alimentaire autour de la drèche n'est pas vraiment mise en place. Bien, merci beaucoup Caroline. Et on passe tout de suite à un autre sujet plutôt historique, puisque la France accueille l'art égyptien. L'occasion d'évoquer l'égyptologie, une science pas si vieille que ça, loin de là. Antoine Zietlecki, Cyril Motte et Armand Lavenne se sont rendus à l'exposition sur l'Égypte à l'Université catholique de Lille. Samedi, la tournée mondiale de Toutankhamon se pose à Paris. L'occasion pour la France de célébrer l'égyptologie et pour l'Université catholique de Lille de présenter son patrimoine. Alors l'Université catholique de Lille organise une exposition sur l'Égypte ancienne jusqu'à mercredi prochain, il me semble que c'est le 27 mars. Et l'idée c'était de présenter justement l'ensemble du patrimoine de l'université, mais aussi de différents éléments qui peuvent venir un petit peu d'ailleurs. Donc par exemple on a la description de l'Égypte, qui est peut-être
l'œuvre phare que l'on va présenter dans cette exposition, parce que la description de l'Égypte est un document assez rare, assez ancien, ça a plus de 200 ans. Et donc l'idée, c'était véritablement de montrer ce patrimoine aux yeux de tous les étudiants. Et la seconde œuvre phare, c'est peut-être quelque chose d'assez facile, qui est l'hologramme, qui permet véritablement de montrer presque en 3 dimensions différents objets qui nous viennent du Palais des Beaux-Arts de Lille. La célébration de l'égyptologie ne fait que commencer et nous mènera en 2022 à un historique anniversaire. Voilà, on va vraiment manger littéralement de l'Égypte, simplement parce que en 2019, donc Paris accueille les trésors de Toutankhamon, parce que ça fait le tour du monde, hein. Auparavant c'était aux États-Unis, etc. C'est vraiment une opération très riche comme ça, parce qu'il y a 150 objets. Alors il n'y a pas tout, il n'y a pas le masque funéraire qui est assez connu de Toutankhamon, parce que lui il est trop précieux pour sortir d'Égypte. Mais l'idée c'était de faire un dernier tour du monde avec quelques objets venant de la tour de Toutankhamon, simplement parce que l'Égypte a construit un nouveau musée absolument immense, hein. Je crois que c'est 60 000 m², quelque chose comme ça, pas très loin des pyramides de Gizeh, les célèbres 3 grandes pyramides de Gizeh. Et donc, en faisant le transfert de l'ancien musée vers ce nouveau musée, ils ont eu cette idée de vouloir présenter une dernière fois au monde quelques objets venant de cette tombe. Et l'idée, c'est que 2019 annonce finalement ou préfigure quelque chose qui va se passer en 2022, puisqu'en 2022, on va fêter les 200 ans de la compréhension des hiéroglyphes, parce que Champollion a compris les hiéroglyphes en 1822. Et en 2022, on va aussi fêter le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, parce que cette tombe a été découverte en 1922. Il vous reste donc une poignée de jours pour venir vous imprégner du patrimoine égyptien de l'université. Un fascinant voyage dans le temps. Dans quelques instants, l'agenda culturel avec Charlotte qui nous a rejoint. Bonjour Charlotte. Bonjour. Mais on continue donc avec l'art égyptien. Armand nous a rejoint pour en parler. Bonjour Armand. Bonjour. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette exposition, mis à part le patrimoine ? Alors oui, donc comme tu le dis déjà, donc le patrimoine, ce sont les livres anciens, tout ce qui appartient à la Cato, c'est une chose. Mais on y trouve justement un circuit. Donc quand on rentre dans l'exposition, il y a une partie, et on commence avec le commencement finalement, c'est-à-dire la Grèce antique et les philosophes grecs qui se penchent sur la culture égyptienne, qui est la plus vieille du monde, hein, finalement. Donc on se penche là-dessus pour ensuite arriver aux années Napoléon et Champollion, donc Champollion qui a découvert les hiéroglyphes, donc qui a réussi à les déchiffrer, et à partir de là, on a pu du coup, grâce à la compréhension des hiéroglyphes, ça a ouvert beaucoup de portes sur la compréhension de la culture. Donc on a, après ça, c'est la dernière étape du circuit, l'égyptologie aujourd'hui et son avenir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'égyptologie pour plus tard, justement, qu'est-ce qui arrive ? Et justement, quel avenir pour l'égyptologie ? Eh ben justement, l'égyptologie, donc il faut savoir que forcément avec l'outil informatique pour les chercheurs, c'est un outil exceptionnel. Donc on peut s'attendre à ce qu'on découvre encore beaucoup de choses. Les hiéroglyphes, c'est toujours pas une science exacte, il manque encore beaucoup de symboles. Il y en a encore qui font des thèses, des recherches sur des symboles manquants des hiéroglyphes. Donc il y a encore beaucoup de choses hyper intéressantes, parce qu'il faut savoir que l'égyptologie, donc c'est pas si ancien que ça, puisque c'est au 19e siècle qu'on a vraiment inventé ça avec Champollion. Donc on peut s'attendre à avoir encore beaucoup de choses à trouver sur l'égyptologie, et c'est fascinant. Bien, merci beaucoup Armand. Et nous, on passe tout de suite à l'agenda culturel avec Charlotte. Alors Charlotte, on commence avec l'événement de la semaine à Lille. Oui, donc ce soir, c'est la grande soirée d'ouverture du festival Sérimania. Alors le festival revient en grande pompe cette année. Donc le collectif Art.M a composé une setlist spéciale pour la soirée d'ouverture qui est inspirée des séries qui vont être présentées cette année. Donc Sérimania, rapidement, c'est le festival pour les fans de séries. Donc il y aura des conférences, des invités et aussi des expositions tout au long de la semaine. Alors Sérimania, c'est jusqu'au 30 mars et la soirée d'ouverture, c'est ce soir à 22 h au Tripostal à Lille. Et vous allez participer à cet événement ? Je pense que je vais essayer d'y passer, oui, si possible, parce qu'il y a notamment Freddie Highmore qui est l'invité, on va dire, de cette année. Donc, pour rappel, il a joué dans Charlie et la chocolaterie, dans Arthur et les Minimoys, et il est à la tête de la série Good Doctor, qui est diffusée actuellement. Ah oui. Et aussi, autre événement, que le bien-être sera aussi donc, au cœur de l'événement ce week-end à Lille. Oui, aujourd'hui encore, c'est le début du Salon de la nutrition et du bien-être. Donc, il revient pour sa 3e édition. L'occasion pour les passionnés, mais aussi les curieux, de venir rencontrer des professionnels de la santé et du bien-être. Donc, encore une fois, des conférences, des stands et des ateliers seront à votre disposition. C'est aussi l'occasion de revenir sur les nouvelles modes et les nouvelles tendances d'un point de vue nutritif. Et tout ça, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain à l'EDNH Lille, et l'entrée est gratuite pour tout le monde. Et demain, c'est l'occasion de se mettre au vert.
Oui, encore une fois, une journée qui est placée sous le signe du développement durable, de l'écologie et du zéro déchet. Alors, Eyes on Mail et un collectif d'associations ont organisé l'événement Le Changement, ça commence par moi. Alors, tout se passe sur le campus de l'ISFAC à Lille. Tout d'abord, une table ronde organisée à 14h30 sur le thème du zéro déchet. Ensuite, à partir de 15h30, un vide dressing, des stands zéro déchet et aussi un bar à jus bio seront disponibles. Et enfin, pour finir, à 16h30, une autre table ronde sur les campus et entreprises en transition au vert. Et pour finir, quelques mots sur la Citarun. Oui, donc demain, c'est la 26e édition de la Citarun. Donc pour en résumer très simple, donc c'est 3 parcours, un de 5 km, de 10 km et un semi-marathon. Alors malheureusement, il n'y a plus de place, les inscriptions sont fermées, mais on vous invite à venir encourager les coureurs à la citadelle de Lille dans la bonne humeur et une bonne ambiance. Bien, merci beaucoup Charlotte pour cet agenda culturel. Et on passe tout de suite à notre invité. Il est passionné de magie depuis son enfance et il est originaire de Forêt-sur-Marque. Il fait des spectacles en Europe et dans le monde. Dans quelques instants, notre invité Aymeric Dubois. Mais voici tout de suite la bande-annonce de son spectacle. Et nous a rejoint en plateau Aymeric Dubois. Bonjour Aymeric. Bonjour. Donc tu es passionné par la magie depuis ton enfance? Ouais, depuis vraiment une paire d'années. J'ai commencé, en fait, j'aimais tout ce qui était autour du spectacle, que ce soit le théâtre, les comédies musicales, un peu de tout, en fait, tout ce qui touche au spectacle, le son, la lumière. Et je me suis dit vraiment, avec la magie, on peut faire tout et n'importe quoi, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vachement intéressant, quoi. Et comment tu t'es lancé dans la magie? Alors, au début, c'est comme tous les magiciens à peu près, c'est avec la petite boîte de magie qu'on reçoit à Noël. Donc voilà, on commence à faire des premiers petits tours, des petits spectacles et tout. Et petit à petit, on va évoluer sur des tours un peu plus gros et spécialisés dans des types de magie. Comme là, la magie que je pratique, c'est la grande illusion. Donc c'est vraiment le fait de faire apparaître des personnes, couper des personnes, etc. Et quel est ton parcours justement en tant que magicien? Est-ce que tu fais, et aussi, est-ce que tu fais des études à côté? Non. En fait, j'ai fait des études jusqu'au bac, parce que voilà, il fallait avoir un bac en poche pour mes parents. Et dès que j'ai eu mon bac, mes parents m'ont dit, bah voilà, on te laisse une année pour tester, voir si ça marche ou pas. Mais bon, à côté des études, je commençais déjà la magie, et puis c'est vrai que la magie prenait quasiment plus de temps que les études. Et du coup, dès que les études sont finies, après c'était parti. Et tu as commencé quand, du coup, la magie exactement? J'ai commencé vers l'âge de 9 ans à peu près. Donc très tôt. C'est ça. Et tu as fait des spectacles en Europe et dans le monde. Est-ce que le public est-il réceptif et fasciné par la magie partout où tu vas? Alors le public, oui, il est fasciné partout par la magie, mais il a des réactions différentes en fait, suivant les pays, les cultures et tout ça. C'est vrai que la réaction du public va être totalement différente. Donc à nous de nous adapter et puis proposer des choses. Et tu as joué où notamment, ailleurs qu'en France? En France, j'ai joué au Luxembourg, j'ai joué en Espagne, j'ai joué en Tunisie. Tout ce qui me vient en tête. Et donc tu as pour objectif de réinventer la magie, si j'ai bien compris, sortir du cliché avec le lapin blanc ou le chapeau. Tout à fait. Comment prépares-tu tes tours? Alors en fait, déjà je dors pas beaucoup la nuit, parce qu'en fait c'est la nuit que ça va se créer, que je vais avoir une première idée. Et je me dis, bah, si ça c'est possible, ça serait cool. Donc du coup, après je fais des petits plans et tout ça, j'en parle à mon équipe pour voir ce qu'ils en pensent un petit peu. Et puis après, on se lance dans la fabrication parce que je fabrique la plupart des tours moi-même.
Et du coup, pour voir, puis après, il faut espérer que ça marche, quoi. Et tu reprends des fois des tours déjà connus ou Oui, tu bien les sûr. inventes Alors, non, il y a certains tours que je reprends parce que c'est des grands classiques de la magie, la femme coupée en deux, les choses comme ça. Et après, il y a certains tours que je cherche à développer un petit peu plus pour vraiment avoir quelque chose d'unique et me démarquer d'autres magiciens. Et en termes de préparation et de matériel, comment ça fonctionne? Parce que le matériel coûte assez cher, j'imagine. Est-ce que tu reçois des subventions? Comment ça se déroule? Non, c'est de l'autoprod principalement. Donc du coup, c'est les 3/4 de ce que je gagne sur les spectacles, c'est réinvesti pour du matériel. Que ce soit en son lumière ou en matériel de magie. Et quelles sont tes influences dans la magie? Par exemple, j'ai vu dans un extrait de ton spectacle où tu fais de l'humour un peu aussi, tu joues avec le public un peu comme Éric Antoine. Justement, quelles sont tes influences? Mes influences en magie, je dirais principalement Dany Larry, qui est le magicien du plus grand cabaret. Illusionniste. C'est ça qui m'a toujours fasciné par la grandeur de ses tours, de ses décors et tout ça. Après, j'aime aussi beaucoup Enzo Wen, qui passe sur Diversion dans TF1 et tout ça, qui pratique vraiment une magie qui est jeune, moderne et tout. Donc du coup, c'est vraiment ce style de magie-là. Alors justement, avec toi, tu as fait quelques passages de télé, t'es passé notamment sur Paris Première et dans C'est mon choix. Depuis quelques années, en télé, on met pas mal la magie en lumière, bon, dans le plus grand cabaret depuis quelques années, mais aussi dans Incroyable Talent, on voit de plus en plus magiciens, Diversion avec Arthur, tu viens d'en parler. Que penses-tu de ces programmes? Est-ce que c'est un bien pour la magie? C'est génial, on ne peut pas rêver mieux, parce que c'est vraiment ce qui fait donner envie de voir de la magie au public. Donc du coup, au plus il y a des missions comme ça, au plus le public a envie de voir de la magie en vrai, et du coup, c'est totalement bénéfique pour nous, quoi. Ça démocratise un peu aussi l'image du magicien, pareil, comme on parlait tout à l'heure, c'est fini l'image du cliché du magicien, le lapin et tout ça. Là, on passe vraiment sur une nouvelle magie, quoi, une magie moderne. Et combien de temps as-tu mis à préparer le spectacle? Wow, très longtemps, parce que c'est vrai qu'un spectacle, ça se prépare par petites brides. Donc chaque numéro est préparé, donc ça prend entre 2-3 mois pour préparer chaque numéro. Et puis après, on assemble le tout pour créer un spectacle. Et au niveau des textes, c'est improvisé ou c'est écrit quand même les textes pour jouer avec le public? Alors quand j'ai commencé, j'ai improvisé les textes, c'est pas bien. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de le faire, c'est vrai que quand on le fait pas mal de fois dans l'année, le spectacle, on a des textes qui deviennent routine, et puis du coup, après, on redit toujours les mêmes textes, et puis après, on développe un petit peu. T'as une base d'écriture, en fait. C'est ça. Une base de scénario. Voilà, et puis aujourd'hui, maintenant, voilà, j'écris vraiment des textes, et puis je me fais accompagner de metteurs en scène pour pouvoir vraiment voir quelque chose. Et au niveau du public, tu t'adaptes à chaque fois au public? C'est des enfants, si c'est plutôt des seniors, des adultes? En fait, j'ai plusieurs spectacles. Donc j'ai le spectacle là que vous avez vu en vidéo qui est Aller plus loin. Lui, c'est le spectacle de Grande Illusion. Donc voilà, c'est le spectacle qui est adapté vraiment à tout le monde. Ça va être de 3 ans jusqu'à 99 ans. Et après, j'ai des spectacles aussi plus destinés aux enfants. Donc du coup, ça va être vraiment des plus petits tours avec des foulards et tout ça. Mais ça, c'est plus des spectacles généralement qui tournent au moment de Noël pour les arbres de Noël et les choses comme ça. Et tu nous as préparé un petit tour de magie? Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais simplement prendre un jeu de cartes ici. Très bien. Et Valentin, ce qu'on va faire, je vais juste effeuiller les cartes comme ceci. Tu vas me dire stop quand tu veux. Ok. Ça va aller jusque-là? Ça va aller. Super. Ça va aller. Hop, je vais juste effeuiller les cartes. Stop. Stop ici? Stop ici. ici. Super. Tu peux prendre la carte? Bien sûr. Génial. Hop, je la monte peut-être à la Une caméra. des caméras, celle que tu veux. C'est bon? Voilà, c'est bon. Super, tu vas juste la remettre dans le jeu. Très bien. Hop. Génial. Et ce qu'on va faire, je vais essayer de retrouver ta carte d'une façon un petit peu particulière, ok? Très bien. Valentin, je vais juste te demander, est-ce que tu as une boisson que tu préfères? Oui. Ouais. Le thé. Le thé, ouais, c'est plutôt original. Je m'attendais au café ou au coca, mais... Alors, regarde bien, je vais juste faire ça comme ça. Et là, si je fais juste ça, 1, 2, 3. Oh là là. C'est pas mal, hein? Oui. C'est pas mal. Tu peux examiner le jeu de cartes, et normalement, ta carte n'est plus à l'intérieur du jeu. J'ai regardé tout ça. Et normalement, si elle n'est plus à l'intérieur du jeu, hop, voilà, on va juste prendre le sachet qui est ici. Ouais. Hop, et je vais ouvrir le sachet. Hop, je te laisse l'ouvrir toi-même. Hop. Ça va faire un peu de rangement. On a une carte à l'intérieur du sachet. Et c'est bien ma carte, c'est ta carte, le roi c'est ton thé. Tu peux la garder en souvenir, c'est cadeau. Ouais, c'est merci pour le cadeau. Et donc, Aymeric, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, c'est Aymeric Magique. Donc, dessus, il y a toutes mes actualités en date publique, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de dates en privé pour des sociétés, des choses comme ça. Donc dès que j'ai une date publique, je la publie dessus, et puis après voilà. Donc Aymeric Magique, c'est sur les réseaux sociaux. On sur peut les suivre réseaux aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, bien ça, sur Facebook et sur Instagram principalement, et après sur le site internet www.aymericmagique.fr. Bien, merci beaucoup Aymeric d'avoir été avec nous.
Non, nous avons prévu un autre tour, mais on va éviter pour nous faire trancher la main. Voilà, ainsi s'achève cette émission. C'était donc la dernière du magazine T'as vu. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe du Media Lab et on se dit rendez-vous à très bientôt.